Donc, écoutez, on a vu déjà le passif, le passé de France PCI. On a vu l'état actuel, tout ce qu'on pouvait faire. Eh bien, maintenant, voyons France PCI dans l'avenir. Projetons-nous dans l'avenir et voyons ce qu'on va pouvoir faire encore de beau avec ce registre. Est-ce qu'on est passé sur le... C'est la présentation... La dernière. Ah, d'accord, ok. Je ne regardais pas la bonne. Et on va se projeter un petit peu sur ce qu'on peut faire avec ce registre et ce qui va devenir dans les prochaines années. Alors, quels sont les enjeux de demain? On en a commencé à dessiner les contours un petit peu pendant toute la journée. Évidemment, l'objectif, c'est une extension nationale à l'ensemble des 200 centres français. C'est de pouvoir élargir nos champs de données et puis le suivi à long terme. On en a parlé avec le Health Data Hub. C'est compléter et enrichir les projets scientifiques. C'est évaluer mieux la qualité de nos soins, que ce soit avec les événements cliniques ou avec le patient. Et puis, on va parler un peu des enjeux économiques, parce que vous allez voir, c'est intéressant de voir que c'est économiquement extrêmement intéressant de participer à des registres. Donc actuellement, vous le savez, on est à 47 centres, 3 autres régions vont nous rejoindre prochainement, avec les Pays de Loire, la Haute-France et la Bourgogne. Et il faut savoir qu'on avait fait une enquête il y a quelques années pour savoir quels étaient les centres qui étaient prêts à participer à France PCI. On avait fait un mailing, on avait eu 157 retours sur les 200 centres qui avaient été consultés et on n'avait eu aucun refus. Tous ceux qui nous ont répondu, les 157 qui nous ont répondu, nous ont dit oui, bien sûr, on participera à France PCI. Néanmoins, on imagine bien qu'on ne va pas arriver à convaincre tout le monde. Et que je pense personnellement que l'extension nationale du registre passera à un moment ou à un autre par une genre d'obligation à participer au registre. Ça va le devenir probablement imposé par les autorités de santé. C'était le cas notamment dans la région Assira, hein, où ils ont un registre de cardiologie interventionnelle et où ils ont rendu obligatoire la participation à ce registre, conditionné à l'autorisation de la pratique de cardiologie interventionnelle. Et puis, avant tout ça, il y aura peut-être un peu de temps, il faut arriver à convaincre les ARS qui n'ont pas encore rejoint le vaisseau amiral, France PCI, de l'intérêt que ça peut pour eux de participer, même si évidemment on comprend bien que c'est un coût, et vous allez voir que ce coût-là, il est extrêmement rentable. Le Health Data Hub, je ne vais pas insister sur ce que vous a déjà présenté l'équipe de Health Data Hub, mais c'est clair que ça va nous ouvrir un champ de données important, notamment sur les patients qui ne sont pas dilatés, sur les patients pontés, sur les suivis à long terme, et ça va être extrêmement enrichissant en termes scientifiques. Les publications, je vous l'ai dit, on est déjà à 14 publications. On espère en faire 20 par an avec le comité scientifique et l'appel à projet. Et puis, les moyens, c'est ce comité scientifique que Jean-Philippe vous a présenté. C'est l'ouverture de la base à tous les participants avec cet appel à projet. C'est des citations pour tous les centres participants. On essaie d'être le plus représenter le plus les participants et de faire tourner les auteurs. C'est très compliqué à faire pour que personne ne soit déçu. On est limité, vous savez, dans le nombre de co-auteurs et ça ne s'arrange pas avec les nouvelles réglementations. Mais on fait tout et c'est la philosophie du registre, que tout le monde puisse retrouver un bénéfice à sa participation à ces travaux. Et puis l'accompagnement de ces projets avec des experts, des seniors, et une aide méthodologique et statistique, notamment avec l'équipe de statisticiens du CHU de Clermont-Ferrand, avec qui on a un partenariat. Vous l'avez vu, on en a parlé, l'objectif aussi en termes scientifiques, c'est de faire du randomisé au sein du registre. Ça, c'est le Graal, puisque ça permet d'allier les deux avantages, un des registres de vraie vie et de l'autre de la rigueur scientifique du randomisé. Et je ne vais pas insister dessus, on en a parlé. C'est vraiment pour moi la voie à suivre pour les années prochaines. Avec notamment, on faisait allusion sur les Suédois, vous êtes sur votre logiciel, un pop-up qui apparaît, attention c'est un infarctus, vous pouvez le randomiser dans Taste, et comme ça ils arrivent à inclure, comme je vous l'ai dit, 60% des patients qui ont fait un infarctus dans l'année en Suède
avec 7200 patients à un an, ce qui est, pour une étude randomisée, exceptionnel, sur un petit pays qui est la Suède. Et vous voyez, par rapport aux études randomisées classiques, le volume de patients atteint est 10 fois supérieur à une étude randomisée qui a coûté probablement 10 fois plus cher. Alors, parlons finances. Le budget actuel, enfin, le financement actuel du branche spéciale sur les 47 centres, c'est 726 000 euros, avec les 3 ARS actuellement qui financent et la DGES qui finance en partie l'équipe projet à Chartres. Ce budget-là, il est essentiellement porté par le coût humain. Et souvent, on est challengé un peu avec les ARS et les autorités de santé qui nous disent voilà, ça coûte cher. Et évidemment, ils pensent, ils disent tiens, est-ce qu'il y a vraiment besoin des techs? S'il y a quelque chose auquel je suis convaincu dans ce projet, c'est que les moyens humains sont indispensables. Vous l'avez vu pour la qualité des données. Si on n'a pas de qualité de données, on ne peut pas le faire d'abord sans tech, et si on n'a pas de qualité de données, on n'a plus de registre parce qu'on ne peut plus publier, on ne peut plus donner des datas fiables, et c'est vraiment, ça a été une des priorités, et là-dessus, pour moi, j'ai des convictions formelles sur l'importance de ces techs sur site. Étienne Plumara vous l'a dit, pas de qualité, pas de bras, pas de chocolat, pas de qualité, pas de publication, et un registre qui périclite alors qu'il avait malheureusement, il avait tout pour réussir. C'était le registre ONACI Ancêtre. Est-ce que c'est cher, le registre? Alors si on compare par une étude randomisée, quand vous randomisez un patient, ça coûte 26 000 euros pour l'industriel ou l'institution qui le mène. FastMI, c'était en gros, mais peut-être qu'Étienne me corrigera, c'était un coût de 1 000 euros. C'était une étude de très grande qualité avec beaucoup de tech qui venaient monitorer sur site avec des suivis à plus qu'1 an. Donc ça explique les coûts. Et c'est ce qui fait, je pense aussi en partie, la difficulté de pérenniser cette enquête sur le long terme. Le NCDR, c'est le registre américain. Il y a une publication qui évalue en gros à 248 euros le coût par procédure. Sweden Art, c'est à peu près 13 à 20 euros selon les calculs que j'ai sur leur financement. Et on est à peu près, si vous calculez sur notre registre, exactement dans les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire des coûts minimalistes sur lesquels il sera impossible d'aller en dessous, si ce n'est après mettre en danger le registre et sa qualité. Les pistes de financement, la DGES nous finance une partie, mais pas tout, les frais de fonctionnement, c'est 320 000 euros, qui sont le coût vrai de l'équipe projet. Actuellement, c'est 150 000 euros qui est donné par la DGES. Pour l'instant, on a la chance d'avoir une équipe de recherche et des enveloppes mairie qui arrivent sur l'unité de recherche de cardio et une direction qui aussi nous soutient pour récupérer cet argent-là et nous permet de compenser ce déficit. Mais c'est clair qu'il va falloir monter au créneau auprès de la DGES pour nous dire pour qu'ils financent à hauteur. Et puis, on a pas mal de pistes de financement. Ces données peuvent intéresser les industriels. Déjà, plusieurs industriels sont venus taper à la porte pour faire des études de marché, des suivis de produits, des études post-commercialisation. Et des contrats sont en train d'être finalisés pour leur proposer cet accès aux données, pas aux données sources, mais à des analyses de données, évidemment, pour ce qui peut les intéresser. On a eu déjà des contrats avec des sociétés savantes comme le CNCH, qui voulaient des données sur leur livre blanc et pour faire des analyses entre CHG, CHU, privé. Le partage de données S-Data Hub, c'est une source de financement aussi. J'ai bon espoir, et on ne lâchera pas là-dessus, qu'on puisse avoir des compensations financières au partage de nos données. Et puis on a lancé aussi, dans le cadre de l'association France PCI, qui est une loi 1901 à but non lucratif, un appel aux dons sur le site internet, et on va vous proposer aussi de participer avec des types d'affichage dans les services pour que les patients qui sortent du service de cardiologie, qui ont été contents d'avoir été dilatés, de bien être pris en charge, qui puissent éventuellement donner à l'association, dont le but ultime, c'est quand même d'améliorer le pronostic de ces patients-là sur tout le territoire. Alors, est-ce que c'est cost-effective? Est-ce que c'est intéressant au niveau des coûts? Alors, j'ai trouvé quand même des publications, je crois que c'est des Australiens qui ont montré que quand vous investissez 1 euro dans un registre, on en a parlé, vous avez une rentabilité du double au x5 de votre investissement. Donc, c'est rentable de participer à un registre parce qu'il va y avoir plein d'effets bénéfiques secondaires
rien que de participer à un registre. Il y a une expérimentation qui est en Suède où ils ont fait un registre sur la prothèse de hanche et ils ont, grâce à une diminution des réinterventions, le fait de participer à un registre, vous allez changer un peu vos pratiques sans vous en rendre compte. Vous allez être beaucoup plus attentif sur les indications, vous allez être plus attentif sur vos complications, vous allez diminuer le taux de réintervention, c'est ce qu'ils ont montré. Et du coup, si vous projetez le bénéfice qu'ils ont montré en Suède sur les États-Unis, eh bien, l'économie sur la prothèse de hanche aux États-Unis sur un an, c'est 2 milliards d'économies, juste sur ces diminutions de réintervention et diminution de complications dans la prothèse de hanche. Donc vous imaginez bien le potentiel économique qu'ont ces registres-là. Alors du coup, je me suis amusé à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait de faire simple en termes d'économie de santé avec les données du registre. Une donnée qui m'intéresse particulièrement, c'est la durée de la bithérapie, parce que quand on a commencé à sortir les premiers data, on était assez stupéfait de voir que la durée de cette bithérapie des anti-aigres plaquettaires, qui sont indispensables dans les 6 premiers mois après une angioplastie sur un angor stable, et qui n'ont plus de bénéfices à perdurer après 6 mois, où il faut juste une monothérapie, eh bien 68% des gens, dans ce cas-là, continuent leur bithérapie. Et à un an, il y en a encore 41% qui continuent cette bithérapie, qui, je vous rappelle, n'est pas recommandée, et voire potentiellement dangereuse. Alors du coup, je me suis amusé à calculer ce que ça faisait comme économie de santé, sur ces 68% qui continuent, à l'échelle nationale, ça fait 68 000 patients qui sont indûment traités avec du clopidogrel. Alors j'ai pris le moins cher pour ne pas biaiser l'analyse. Et ben ça fait, juste sur les 6 mois, entre 6 mois et 12 mois post-angioplastie, une économie potentielle de santé de 6,12 millions d'euros sur ces 12 mois, ces 6 mois entre 6e et 12e mois. Donc si on extrapole sur toute la population et où les patients ne devraient pas continuer leur bithérapie, sauf évidemment indication particulière, à plus de 12 mois, eh bien, faisons le même calcul. Eh bien là, on monte à 18 millions d'euros entre le 12e et le 24 mois d'économie, juste avec le clopidogrel qu'on devrait arrêter à plus de 12 mois. Donc vous voyez bien que notre registre, qui est évalué à un coût national à 4 millions d'euros annuels, eh bien, juste avec le clopidogrel, une donnée, eh bien, vous avez déjà votre bénéfice de x3, x4. Donc vous voyez un peu la puissance un petit peu de cette analyse. Là-dedans, je n'ai pas compté les effets indésirables d'une bithérapie au long cours. On sait que ça augmente le risque hémorragique grave de x2. Donc là, vous rajoutez 910 saignements graves évités. Et donc, autant d'hospitalisations, de conséquences morbimortalité, et donc de coûts aussi pour... et puis évidemment, je ne me suis pas intéressé à ce qui se passe après 24 mois. Dans FASTEMA, il l'avait bien montré, plus de 30% des gens continuent leur bithérapie à plus de 24 mois, ce qui nous paraît incroyable quand, en tant que cardiologue interventionnel, on se dit on a laissé une trace en disant il faut arrêter au bout de 12 mois, mais la vraie vie, c'est que le patient ne revoit pas son médecin traitant, ou ne revoit pas son cardiologue, ou le médecin traitant a peur d'arrêter la bithérapie, puisqu'on lui a dit ça fait de la thrombose de stent, donc il ne faut pas l'arrêter. Oui, Étienne. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est les diabétiques, c'est les pluritronculaires, c'est ceux pour lesquels il y a une vraie volonté de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément un oubli. Il y a aussi une volonté des praticiens de dire je vais faire plus loin parce que j'ai mis beaucoup de matériel, parce que c'est un patient que j'estime à très haut risque cardiovasculaire sur le versant ischémique et que finalement au niveau hémorragique, il est plutôt à faible risque. Donc je pense qu'il faut aussi prendre en compte ces éléments-là. Clairement, j'ai tiré le trait fort, mais on a regardé, on a fait une étude. Il y a eu une thèse qui a été faite sur ce sujet-là, sur est-ce que les patients qui prolongeaient leur bithérapie depuis 12 mois, c'était les bons. C'est eux qui avaient un DAPT score élevé avec un risque ischémique élevé. Pas du tout. Il n'y a pas de corrélation. C'est clairement qu'il y a un problème dans le suivi de ces patients-là. Et parce qu'à 12 mois, déjà nous, on ne se rappelle pas si c'était un tronc commun, je rigole, mais si c'était un diabétique ou un tronc commun, ce qu'on a fait précisément il y a 12 mois auparavant, mais t'imagines le cardiologue traitant et a fortiori le médecin généraliste, le risque ischémique hémorragique, sachant qu'une partie de ces risques-là est évaluée sur l'angiographie, est difficile à évaluer. Donc la corrélation, elle n'est pas si réelle que ça. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exagéré. Je pense qu'il y a 10 à 20% des patients qui doivent bénéficier d'une bithérapie prolongée, il n'y a pas de doute là-dessus. Évidemment, à pondérer, du reste, c'est ce que je disais, sur les risques ischémiques et hémorragiques et des patients qui peuvent bénéficier de cette bithérapie au long cours.
Si on regarde l'évolution des angioplasties dans le syndrome coronarien chronique, on a vu cette diapo, on est quand même marqué par l'envolée des indications dans l'angor stable, alors que dans les autres indications, je dirais, on est à peu près sur le même niveau d'évolution, plus 88%, malgré le Covid qui est passé par là et qui a baissé un peu l'incidence d'angioplastie d'angor stable. Et donc se pose la question un peu de la pertinence de cet emballement de ces indications. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Alors on regarde, vous connaissez probablement cet exemple hein, dans notre région où on a vu un centre qui a un peu flambé sur le ratio angioplastie-coro, qui est quand même un marqueur de est-ce qu'on est raisonnable ou pas. On a vu qu'en dessous de 60%, je pense qu'il n'y a pas trop photo, mais quand on passe de 45%, ce qui était son cas, à 75%, on peut se poser des questions sur s'il n'y a pas une peut-être alerte, en tout cas vérifier qu'il y a toujours un bon respect des indications de base. Et donc on peut avoir des analyses beaucoup plus fines que ce ratio ATL-coro, puisque dans les recommandations, on sait très bien ce qui est pertinent de dilater ou pas. C'est des recommandations européennes. Hein. Si vous avez une ischémie documentée, ou si vous avez un diamètre de sténose supérieur à 70%, ou si vous avez une FFR à moins de 0,8, ou si vous avez une dysfonction VG, il y a une indication potentielle à dilater. S'il n'y a pas un de ces 4 critères-là, peut-être qu'il y a une indication. Hein. Il y a encore une fois, on est dans de la caricature, eh bien, on se retrouve avec 30%, 29% des patients qui n'ont pas aucune de ces 4 indications de retrouver dans le dossier. Or, le dossier, il est bien renseigné, puisque, vous l'avez vu, il est contrôlé et la qualité de données. En fin de compte, et vous voyez qu'il y a des grandes disparités dans les centres. On passe des gens qui sont très respectueux à moins de 10%, et ça c'est vraiment très admirable, à des gens qui sont à 60% de non-indication, en tout cas retrouvés, et en accord avec les recommandations. Donc clairement, il y a quelque chose à faire. En fin de compte, on est étonné quand on voit ces chiffres-là, mais quand on regarde la littérature, c'est exactement ce qu'on trouve dans toutes les procédures et dans toutes les autres spécialités. 30% selon l'OCDE d'actes inutiles ou non justifiés. Et si on regarde précisément dans la cardiologie interventionnelle, les Américains l'ont fait, ils ont des critères d'indication appropriés assez poussés, et on retrouve que 11% dans les angors stables sont inappropriés, et j'arrive pas bien à lire le pourcentage, mais 38% sont d'indications incertaines, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à démontrer qu'il y avait un vrai bénéfice à le faire. Donc vous voyez qu'on a du travail à faire sur la pertinence. Alors je sais que ça fait mal, hein, parce que ça veut dire « Ah bah oui, mais ça va peut-être diminuer un peu mes indications ». Oui, mais la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on va faire plus d'angioplastie. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut mieux traiter nos patients. Alors, moi, je compare souvent ça à une autoroute, de participer à un registre. Vous êtes sur une autoroute, si vous n'avez ni radar, ni alerte, ni quoi que ce soit, je peux vous dire qu'en quelques semaines, tout le monde va rouler à 160, 180. C'est naturel et c'est humain. Si vous mettez des alertes, des indicateurs, même des alertes, des premières alertes, vous allez juste mettre un panneau en disant « Attention, vous participez à un registre. Attention, il y a éventuellement un radar qui va être positionné, même s'il n'est pas là. » Le fait de participer au registre, c'est cette alerte-là. Eh bien, vous allez, rien qu'avec ça, améliorer vos pratiques. C'est ce que a démontré SCAR avec tous les centres entre 2005 et 2011. Juste le fait de participer à un registre, ils ont tous amélioré de façon drastique tous les indicateurs qui avaient été définis comme étant de bonne qualité. Après, vous pouvez mettre des indicateurs un peu plus précis. Là, vous allez mettre, eh bien, attention, il faut rouler à pas plus que 80, 90. Et puis, ultime, c'est mettre un radar et éventuellement que ça soit officiel. Et donc là, c'est la publication des résultats de façon transparente. Alors nous, on n'est pas là. Je pense on n'est pas encore totalement prêt, bien que ce que disait Grégory Katz, mais on commence à le faire, vous voyez, dans le registre où on anonymise les centres. Chacun a son numéro, il sait où est-ce qu'il est sur le schéma, mais tout le monde ne sait pas à quel centre ça correspond. Donc déjà, je suis sûr que rien que le fait de participer à un registre et de savoir que c'est publié, même si on reste dans une pseudo-anonymisation, eh bien, ça a des effets extrêmement vertueux sur nos pratiques. Et du reste, je ne sais pas si c'est une coïncidence, je vais passer juste pour illustrer ça, je ne sais pas si elle y est, voilà. Sur cette slide-là, je pense que ça n'a pas forcément de rapport, en tout cas c'est très difficile de savoir, mais je vois dans le registre CRAC, donc le Centre Val-de-Loire,
vous voyez que sur la mortalité à 30 jours des STEMI non STEMI, entre 2014 et 2020, on a une courbe progressive de diminution de la mortalité, qui est peut-être liée à une meilleure prise en charge, mais aussi qui peut être favorisée par la participation au registre et les gens plus attentifs à une prise en charge optimale. Sur les indicateurs, on est allé assez loin, puisqu'on vous propose dans les derniers rapports, vous voyez, vous avez votre numéro de centre à gauche, et vous avez des indicateurs, 10 indicateurs qu'on a jugés pertinents de mettre, que ce soit sur est-ce qu'il y a une ischémie documentée, est-ce que vous l'avez fait, combien de taux d'ambulatoire vous avez, et si vous êtes en gros meilleur que la moyenne nationale, vous avez 1 point, vous êtes en vert. Si vous êtes moins bon que la moyenne nationale, vous avez 0 point. Ça ne veut pas pointer du doigt, mais ça vous permet de vous étalonner par rapport à d'autres centres, il y a une moyenne nationale. Et donc vous voyez que tout de suite, l'avantage, c'est que sur les 10 indicateurs, vous voyez tout de suite où vous êtes en rouge et ce que vous pouvez améliorer dans vos pratiques. Donc ça, je pense que c'est des pistes à creuser, à continuer, parce que c'est extrêmement parlant. Alors l'évaluation de la qualité des soins, on en a parlé, hein. Il y a les indicateurs de pratique. Moi, je pense que c'est toujours important dans notre activité de continuer à évaluer, voilà, par exemple, le taux de voie radiale, le taux d'utilisation de FFR, où on est très en retard par rapport à d'autres pays. Il y a sur les résultats, on en a parlé avec Grégory Katz, les CROM, donc plutôt l'évaluation par les outcomes cliniques. Et là, c'est ce qu'on fait déjà dans le registre. Et puis, l'étape d'après, c'est l'évaluation par le patient. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué pour nous, mais c'est des pistes vraiment à creuser. Et puis, je crois vraiment à ce que disait Grégory Katz, c'est-à-dire comparer nos centres, c'est comme ça qu'on s'améliore. Et puis, publier nos résultats à terme, c'est comme ça aussi que c'est le plus efficace. Alors, on voit que ces nécessités d'évaluation des pratiques et des soins, elles pointent du nez de plus en plus auprès des autorités de santé. La CNAM, Grégory Katz vous le rappelait, recommande la participation à des registres d'évaluation des pratiques et d'évaluation par le patient. Pareil pour la HAS, dans sa dernière lettre ouverte, où il mettait en alerte un petit peu sur notre système de santé, il disait voilà, cela suppose la mise en point d'indicateurs de pertinence et de qualité de soins et des parcours, le suivi des indicateurs à partir de bases de données et le retour des professionnels aux établissements et aux décideurs. Bref, c'est tout à fait ce qu'on fait avec France PCI. Alors vous allez pouvoir, on va continuer à développer un peu les outils de communication. On est sur les différents réseaux sociaux pour pouvoir continuer à vous donner des informations sur le registre. Et vous pouvez aller sur le site internet qui est assez riche pour notamment extraire les rapports et puis vous informer sur l'actualité de votre registre. En conclusion, c'est un projet collectif, un projet moderne, un projet éminemment utile. C'est un projet qui est économiquement viable. Plus que ça, je pense qu'il est source de grandes économies de santé. Il est centré sur le patient, dont l'objectif principal est d'améliorer le pronostic et la qualité de vie du coronarien. Voilà, je vous remercie. Juste avant la discussion, avant que j'oublie, je voulais vraiment remercier tous les participants qui sont venus. On était vraiment très très étonnés du succès que ça a eu et d'avoir 130 participants sur la première journée, c'est vraiment exceptionnel. Je vous remercie beaucoup, tous les acteurs, les ARC et les ETEC, on l'a dit, l'équipe projet avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien, vous, tous les médecins qui remplissaient ça, toutes les autorités de santé qui nous suivent et les établissements de santé, et puis évidemment les industriels que je n'ai pas pu voir un par un parce que j'avais une journée un peu chargée, mais que je remercie chaleureusement, sans qui ce forum n'aurait pas pu avoir lieu.